quelle place et quelles sont justement les opportunités pas offertes par l'industrie X.0 dans un monde incertain, miné par plusieurs facteurs de mauvais aloi. C'est le sujet de la keynote de M. Mohamed Ben Ouda, président directeur général d'Aba Technologies. Madame, Monsieur, sous vos applaudissements, merci d'accueillir avec moi M. Mohamed Ben Ouda, président directeur général d'Aba Technologies, pour sa keynote qui va nous faire une immersion justement dans la technologie X.0. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je cherche juste le... Il y a du... Ça va, bien manger? Réveiller un peu? La régie, il va vous suivre justement pour défiler votre présentation. Ils seront là. Donc je serai là. J'interagis avec eux, c'est ça? Tout à fait. Bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous rencontrer toutes et tous. C'est vraiment un moment sympathique parce que ça fait plus de 2 ans qu'on n'a pas eu ce genre d'événement où les acteurs se réunissent de telle façon à partager leur savoir-faire et leur expérience. Alors, la thématique que je souhaite partager avec vous, c'est crise et opportunité. Alors, pourquoi crise et opportunité? Parce que souvent, on parle de crise sanitaire, crise ukrainienne, crise de matières premières, crise d'envolée des prix de matières premières, de l'inflation aussi. Mais derrière, il faut aussi qu'on voit la partie opportunité. Donc il y a la crise, l'opportunité. Et le deuxième volet qui est intéressant, c'est comment peut-on utiliser la technologie justement pour pouvoir générer des opportunités. Alors lorsqu'on parle de technologie, souvent on parle des objets connectés, on parle de l'industrie 4.0, mais je voulais en fait on parlait de l'industrie X.0 parce qu'on peut parler 4.0, 5.0, 6, 7, 8. C'est vraiment, nous sommes en réinvention permanente de telle façon à qu'on puisse, si vous voulez, continuer cette logique générationnelle qui se développe au fur et à mesure. Et après, une fois que vous allez utiliser la technologie pour pouvoir générer des opportunités pour faire face à la crise, ben vous avez un monde incertain. Et la vraie question, c'est comment pouvoir piloter cette industrie dans un monde incertain. C'est pour ça que le titre a été conçu de cette façon, la crise et opportunité, parce qu'il y a des crises, mais il y a des opportunités, mais aussi comment utiliser les technologies pour pouvoir gérer, piloter justement l'entreprise dans un monde incertain. Alors, le décideur à l'ère de cette industrie X.0 ou économie 4.0, il est souvent il dispose de certaines préoccupations. Ces préoccupations sont de nature comment d'initier de l'hypercroissance, parce que derrière nous parlons de crise, donc c'est comment générer davantage des relais de croissance, comment peut-on développer de nouveaux produits, comment peut-on les sortir, comment repenser surtout son business model dans un je dirais, secteur qui est saturé. Donc ça, c'est un élément qui est important. Comment rendre sa chaîne de valeur plus résiliente? Et finalement, comment définir les prérequis organisationnels et financiers pour pouvoir pérenniser cet avantage compétitif? Donc nous sommes face à un ensemble de questionnements où les décideurs se posent au quotidien ce genre de questionnements, des sujets de l'hypercroissance, des sujets de repenser le business model dans un contexte de crise ou dans un marché saturé, des sujets autour de comment définir des prérequis, je dirais, organisationnels et financiers, et surtout comment rendre sa chaîne de valeur résiliente. Et donc, nous, chefs d'entreprise, nous sommes au quotidien en train de chercher des éléments de réponse par rapport à ces questionnements-là. Alors, lorsqu'on parle de la partie X.0, je pense que tout le monde connaît cette évolution-là. Nous sommes dans les années 1784 où vraiment la première révolution industrielle, on était dans l'industrie, je dirais, purement de la production mécanique. Ensuite, nous sommes passés à une deuxième étape, qui est la production de masse, avec le Fordisme, qui a permis justement de donner la logique de l'effet de volume pour qu'on puisse se développer davantage, rendre les produits compétitifs. Il y avait le toyotisme qui est venu dans les années 60-70 avec cette fameuse, je dirais, formule de juste à temps, de Kanban, de Pokayoke, de Jidoka, de SMED, de Gemba. Donc il y a autant de concepts qui sont autour du toyotisme. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes dans cette industrie 4.0 et on parlait de teslisme parce que le Tesla, il est venu vraiment à révolutionner
les façons de faire, mais on parle aussi de datatisme, parce que vous avez les gros acteurs, les grands géants de la techno, comme Google, comme Amazon Web Services, comme Microsoft, qui sont venus pour pouvoir disrupter les secteurs actuels. On les voit dans la santé, on les voit dans le domaine de l'équipement industriel. Donc on les voit dans les véhicules. On voit que Google, par exemple, commence à sortir ses propres véhicules. Donc les acteurs de la data, les acteurs des technos, viennent disrupter les acteurs établis actuellement. Et finalement, ça ne va pas s'arrêter là, parce qu'il y aura une 5.0, il y aura une 6.0, il y aura une 7.0, donc on sera en permanence régénération. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est quelle sera la prochaine révolution industrielle? Parce que déjà, si on commence à se poser la question, à implanter le 4.0 au niveau du Maroc, déjà nous sommes en retard de 4-5 ans, donc il faut absolument anticiper quelle sera la prochaine révolution industrielle et de se préparer dès maintenant pour qu'on puisse peut-être ne pas faire du 4, passer directement à la 5 ou à la 6. Et ça, c'est vraiment un exercice qui est important. On n'est pas obligé de faire suivre, je dirais, chaque fois, ou imiter les avancées technologiques des uns et des autres, mais on peut venir faire un saut d'une industrie vers un autre en essayant de la provoquer, même de l'anticiper. Alors, quels sont les éléments je dirais, de drivers ou de triggers actuellement? Nous avons des tendances conjoncturelles qui sont là, qui modifient nos chaînes de valeur, qui nous perturbent notre façon de faire. Il y avait la pandémie Covid-19 qui est venue perturber le monde dans sa performance. Il y avait les pénuries de semi-conducteurs. Il y a la crise ukrainienne. Il y a de la superinflation aussi qui commence à s'annoncer. Donc nous sommes vraiment sur des bases, nous sommes vraiment dans des éléments conjoncturels qui sont venus modifier les chaînes de valeur et qui ont imposé beaucoup de choses. Et en même temps, nous sommes face à des tendances de fond, à des modèles qu'on souhaitait faire, qu'on souhaitait mettre par la suite. Nous sommes sur des logiques de reconfiguration des chaînes mondiaux, qu'on les a vécues, qui sont passés de l'Europe vers l'Europe de l'Est, vers la Chine, vers l'Afrique de l'Est, vers le Maghreb. Nous sommes sur des logiques de centres de gravité qui changent au fur et à mesure et pour pouvoir chercher des points de compétitivité. Nous sommes sur de la distribution qui sont générés par de nouveaux acteurs entrants. Bon, je me suis permis de rajouter Abba Technologies à côté de Tesla, de Google et d'autres pour donner un petit peu de l'ambition et de dire qu'on peut faire aussi, n'est-ce pas? Donc, il faut oser, voilà. Il y a des éléments de cybersécurité qui impactent. Vous avez la démultiplication des objets connectés et finalement, vous avez de la bifurcation écologique, parce qu'on parle toujours de la décarbonation. Moi, je pense que la décarbonation, c'est quelque chose qui est très bien. On peut faire de la décarbonation compétitive, mais c'est des choses qui viennent de l'industriel. Mais tant qu'on n'a pas changé l'attitude du consommateur, tant qu'on n'a pas changé la demande, la façon comment on consomme, tant que les pouvoirs publics n'ont pas ils ont pris la main sur la modification des choses, on n'atteindra jamais le neutral carbone. Parce que tout simplement, on est sur des progressions de moins de 7% chaque année, alors que l'amélioration elle est de 1,5. Donc jamais on atteindra les fameuses 45% à horizon de 2050 à la de 2035. Donc l'économie désirable et l'économie d'usage viendra comme un élément de fond qui permettra justement de modifier ces chaînes de valeur. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va faire un zoom sur chaque élément de manière assez rapide. Et finalement, on va se poser la question, comment peut-on faire face à ces crises, ces opportunités, et comment peut-on gérer dans un monde incertain? Alors, on voit qu'il y a un changement de paradigme. Nous étions pré-Covid dans une logique de globalisation, avec une empreinte de chaîne de valeur mondiale, avec des produits où il y a beaucoup de variantes, c'est beaucoup de couleurs, beaucoup de références, beaucoup je dirais, de multiplication, parce qu'il faut aller personnaliser davantage, il faut essayer d'offrir autant de produits. Nous étions sur une augmentation infernale de l'évolution de l'efficacité et de la compétitivité, avec une logique de juste à temps, de réduction de stock, de peu je dirais, de réserves. Et ça, c'était vraiment poussé, impulsé par l'industrie automobile. On est vraiment dans une logique
purement de cost killing. Chaque fois, on s'assoit avec les équipementiers. Chaque année, on fait des plans de réduction des coûts. On demande chaque pourcent de 7%. On les tue, on les casse, jusqu'à qu'on a détruit, je dirais, l'écosystème de fournisseurs. Et là, avec l'avènement de Covid, on s'est rendu compte que cette politique de juste à temps, de stock minimum, de logique des contrats courts, ça n'a pas donné résultat. Et donc, on est vers des logiques, des chaînes qui commencent à se régionaliser, à se localiser, d'où la notion de la souveraineté qui prend de plus en plus son essence, sa légitimité, de telle façon à qu'on puisse, je dirais, construire localement, standardiser et surtout réduire le nombre de références. Je pense qu'il y a beaucoup de tendances. On est sur la réduction du nombre de références, sur la réduction de nombre de couleurs, de telle façon justement à mieux maîtriser la complexité de la chaîne de valeur. Et finalement, nous sommes dans des logiques de gestion durable de l'incertitude avec une logique d'agilité, etc. Donc on voit que les chaînes de valeur mondiales pré-Covid et post-Covid, on commence en fait à les changer. Deuxième élément, nous étions avec des acteurs traditionnels, qui sont Renault, qui sont Citroën, PSA, etc. Avec l'avènement des véhicules électriques et des véhicules autonomes, ça a vraiment modifié je dirais, les modèles économiques. Et ces acteurs-là, la différence, c'est que les constructeurs traditionnels, ils conçoivent la voiture, ils mettent, je dirais, la carcasse, après ils mettent à l'intérieur l'électronique et le logiciel. Les autres acteurs, c'est le contraire. Ils vont mettre le logiciel, l'électronique, ils font la carcasse autour. Et ça, c'est des choses que nous-mêmes, on est en train de vivre. On travaille avec certains constructeurs internationaux qui sont plutôt dans ce côté-là que de l'autre côté. On n'aime pas ceux qui sont de l'autre côté, parce qu'ils sont dans une logique de cost killing, de réduction des coûts, de la souffrance de l'opérateur. On fait exprès de challenger un petit peu le débat. Et donc, nous sommes plus vers d'autres acteurs qui sont de l'autre côté, qui comprennent la valeur, qui comprennent ce que c'est l'ingénierie, qui comprennent ce que c'est l'innovation, qui comprennent ce que c'est la distribution, et donc ils valorisent davantage. Vous avez des contrats long terme, des marges de manœuvre, alors que de l'autre côté, vous avez des contrats à court terme, des pressions des coûts, donc on n'est pas sur les demandes. Alors, il y a la partie cyberattaque, on la voit d'après ce graphe. C'est plutôt l'industrie, les services financiers et les soins de santé. C'est vraiment les 80, les 70% des industries qui sont, je dirais, vulnérables et qui sont attaquées par la problématique des cyberattaques. Donc, ça nous pose une vraie problématique de sauvegarde des données, une problématique de revoir l'architecture IT, l'architecture de cloud au niveau des entreprises pour pouvoir justement protéger la data et protéger les attaques. Et finalement, vous avez, assez pénible de suivre, voilà. Et finalement, vous avez les objets connectés qui aujourd'hui viennent disrupter la valeur. Alors déjà, il y a deux niveaux de distribution. Donc chaque secteur d'activité, on voit qu'il est en train de modifier. Je prends le cas par exemple de la partie biotechnologie ou de la pharma de manière générale. Aujourd'hui, entre l'ingénierie pharma et les objets connectés, on fait de la médecine personnalisée. C'est-à-dire on commence à envoyer des devices qui permettent aujourd'hui d'aller attaquer le cancer ou d'attaquer certaines maladies qui sont chroniques ou difficiles. Donc, ce qui fait que l'électronique et le logiciel peuvent venir aujourd'hui modifier. On l'a vu avec Pfizer, c'est un vaccin à base ARN, donc c'est-à-dire il modifie les gènes. Donc on va y aller vers ces aspects-là où l'électronique et le logiciel vont venir disrupter certains secteurs d'activité qui sont très établis, alors qu'on était sur une industrie de la chimie ou de la biologie ou d'autres. Ensuite, vous avez in fine, vous avez ce qu'on appelait la partie, la bifurcation ou la virage vers l'écologie. Vous voyez, on ne vend plus des objets, on vend des solutions, on vend des fonctionnalités, on vend des usages. On parle, par exemple, Michelin, on parle plus de pneus, on parle de kilomètres parcourus, donc on facture vraiment l'usage de la chose. Vous avez les voitures, on ne vend plus le véhicule, on vend de services de mobilité, on vend de services d'assurance. Tesla, aujourd'hui, il a sa propre compagnie d'assurance, donc on vend de l'assurance. On a vu même
les acteurs établis comme Stellantis, qu'ils ont dit en 2026, ils ont commencé à faire la même chose. Alors vous voyez un petit peu le gap de retard entre Tesla et les autres acteurs de 4 ans, 5 ans, mais heureusement, ils se sont réveillés cette année et l'année dernière avec l'événement du Covid. Ils sont dans une logique de création de beaucoup de ventures capitales. Ils sont en train de prendre beaucoup de participation dans des sociétés technologiques, dans des sociétés de logiciels, dans des acteurs, je dirais, électroniques, pour pouvoir justement rattraper le retard et commencer à aller vers ce business model. On ne vend plus des pneus d'avion, on prend des heures d'atterrissage. Donc, vous voyez un petit peu la profondeur de la chose. Et on ne vend plus du gaz, on vend du confort thermique. Alors, supposons qu'on ne vend plus une maison. On vend plus une communauté de vie. Supposons que vous êtes un dirigeant, vous touchez 100 000 dirhams, et je vous dis, je m'en charge de la gestion de votre salaire. Vous oubliez, je vous offre une maison. Si jamais vous perdez votre emploi, je vous trouve de l'emploi. Au niveau de la résidence, c'est une résidence qui est écologique. Ça permet de faire nourrir de manière autonome je dirais les riverains et les habitants. Je pense qu'on l'avait vécu au niveau du Covid. On avait aimé d'avoir des réserves, on avait aimé que le recyclage se fasse automatiquement, qu'on est, je dirais, indépendant sur la partie énergétique, que derrière, au lieu d'avoir des resorts de golf à Bouskoura, ça va être des champs agricoles qui permettent de nourrir les habitants. Donc on aurait aimé avoir une certaine communauté avec de la médecine personnalisée. Vous êtes dans votre salle de bain, on analyse je dirais l'urine et on sait, avec du diagnostic, je dirais, qu'on vous fait à travers 28 points de contrôle, on vous donne exactement de la médecine personnalisée en vous disant aujourd'hui, votre tension artérielle est de telle, vous avez votre cœur, il est en train de suivre un certain rythme, et in fine, on vous livre avec des médicaments qui sont personnalisés. Donc, imaginez une autre communauté de vie, et donc, on sera dans une logique, je dirais, disruptive, parce que ça nous permettra justement de réduire l'empreinte carbone. Ça nous permettra de réduire l'empreinte carbone, parce qu'on sera dans une résidence qui est autonome en matière d'électricité. Supposons que la résidence ou le ressort avec du photovoltaïque permet de produire de l'énergie pour d'autres habitants. Donc, ce qui fait que non seulement la résidence elle est autonome, mais elle est aussi rentable, il génère des revenus, et que certainement ces revenus-là qu'on va mettre dans des caisses, et si jamais un des résidents perd de l'emploi, ça va être le fonds qui permettra de gérer, je dirais, la perte d'emploi. Et on le voit les acteurs, ces acteurs-là, ils dirigent vers ce modèle économique. C'est-à-dire que quand vous voyez un Tesla qui vous vend de l'assurance, un Google qui vous fait de l'assurance aussi personnalisée, qui vous donne des montres connectées, qui vous font de la domotique. Donc petit à petit, ces acteurs, ils s'intègrent dans votre vie personnelle de telle façon qu'en 2030, 40, 50, vous allez avoir des acteurs qui gèrent des centres. Et donc justement, on ne va pas attendre d'arriver à cette 7.0 peut-être, ou 8.0, peut-être il faut qu'on se mette tout de suite vers des expériences et vers des cas concrets, de telle façon à qu'on soit nous-mêmes les maîtres des autres, et pas vice-versa. Parce que si vous allez vous positionner dans cette, je dirais, 7.0 ou la 8.0, vraiment la fin, ou l'avant-fin, ça vous permettra d'anticiper les acteurs. Parce que tout le monde, il y va vers cette logique-là. Donc c'est important de se projeter vers des éléments d'évolution et de voir comment peut-on disrupter notre business model. Alors, quels sont les leviers justement pour pouvoir piloter ou gérer votre performance et la développer dans un monde résilient ou pour développer cette résilience? La première des choses, c'est d'essayer de capter plus de valeur. Sifak Daous tout à l'heure, il l'a bien précisé. Dans notre cas de figure, au niveau de l'électronique, l'ingénierie, ça nous générait 1 dirham. La carte électronique, c'est 100 dirhams. Le produit qu'on a fabriqué, c'était 10 000 dirhams, ou la 1000 dirhams.
Faire du service ou de la solution, c'est 3 000 dirhams. Faire la gestion déléguée, ça peut être 100 000 dirhams, 200 000 dirhams. Donc vous voyez que passer de l'ingénierie vers de l'aval, c'est-à-dire qu'on va s'intégrer de plus en plus vers la partie aval, permettra de générer de la valeur. Alors, il n'y a pas que nous. Il y a aujourd'hui des sidérurgies, des gens des mines, qui sont en train d'aller vers l'aval, à la fois pour faire face à de la vulnérabilité de la matière première, mais aussi proposer des produits finis. Et finalement, comment justement utiliser ces objets connectés de l'IoT pour pouvoir vous aider à accélérer cette montée en aval. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il faut trouver comment peut-on capter plus de valeur. Le deuxième des choses, la compétitivité ne viendra pas que que par la maîtrise des coûts. On cherche toujours lorsqu'on parle de la compétitivité, on cherche à maîtriser les coûts, mais la compétitivité dans un contexte local, marocain, où on a un marché petit, ne viendra que par la diversification et l'internationalisation. C'est-à-dire par la recherche de plus de volume. Il faut chercher plus de volume, et ces volumes-là, c'est des chiffres d'affaires supplémentaires qui sera apporté par la diversification, mais qui sera aussi apporté par la régionalisation. Et on est sur un marché petit. Vous êtes un acteur dans la techno, vous faites de la céramique, vous faites du blé, on ne fait pas du blé, mais Inch'Allah, on le fera. Vous faites du lait, n'est-ce pas? Et donc, rapidement, vous allez prendre 10, 15, 20%, 25% de part de marché, vous atteindrez les 300 millions de dirhams, vous atteindrez le 1 milliard de dirhams, mais tout de suite, vous allez être stagné. Et donc, dans cette stagnation, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez vous grandir davantage, soit vous allez mourir. Parce que vous avez un effet de taille. Vous pouvez être une PME qui fait 50 millions de dirhams, 100 millions de dirhams, généralement, il est résiliente, il arrive à surfer, il arrive en fait à résister au choc. Mais dès que vous dépassez 300 millions de dirhams, 500, 1 milliard de dirhams, là vous êtes dans une course de croissance, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est se diversifier davantage. D'ailleurs, on les voit dans les groupes marocains, c'est pour cela qu'ils sont parfois dans telle industrie 1, industrie 2, immobilier, textile, etc. Parce que justement, ils ont atteint une certaine taille critique et ils se sont arrêtés à ce stade-là. Donc, pour pouvoir faire face à cette recherche de compétitivité, il faut aller vers les marchés internationaux. Et finalement, une fois que vous avez capté de la valeur et vous avez trouvé des effets de volume importants, vous devez travailler sur des capacités qui sont dynamiques. Alors, quand je parle de capacités dynamiques, la première des choses, c'est qu'il faut raccourcir les cycles de prise de décision. Fini les business reviews, fini les meetings, fini les comités, les réunions. Il faut revenir à la base. Il faut revenir à ذيك السيد ديال الصندوق اللي عنده الحانوت اللي عنده الحبه. C'est-à-dire عجبتك هذه؟ Non, c'est fini. C'est-à-dire que les ERP, les reporting, les CPC, le bilan, شنو عندي في لاكيس؟ شنو عندي le solde réel bancaire? Qu'est-ce que vous avez? C'est votre trésorerie réelle au quotidien. Chez nous, on pilote la trésorerie tous les jours par ce qui existe à la banque. Les prévisions budgétaires, les tableaux de bord. C'est vraiment ce que vous avez vraiment dans votre caisse. Et donc, il faut permettre d'être le plus proche de la valeur. Chaque fois que vous allez être plus proche de la valeur, chaque fois que votre décision va être raccourcie. Et donc, justement, dans le raccourcissement de la prise de décision, dans le raccourcissement de développement de nouveaux produits, vous êtes tellement agile, vous arrivez à développer autant de produits, vous les faites de l'ingénierie, vous développez, vous produisez, vous livrez, vous encaissez et rebolote. Donc, du coup, la rotation du cash, la rotation du capital permet de faire croître l'entreprise parce que vous n'êtes pas tributaire de ces cycles qui sont longs, alors qu'il y a des cycles longs des escomptes, des demandes de dépassement, de la restructuration de dettes, ça fait, c'est fini. Vous êtes dans un système qui est tiré par la banque, qui est tiré par la bureaucratie du reporting, et vous êtes, je dirais, prisonnier d'un modèle qui ne peut plus donner de résultats. Donc ça, c'est un élément. Typiquement, chef. Alors, typiquement, au niveau de ABA Technologies, notre année, c'est le trimestre. Chaque trimestre, on finit notre bilan. On dit, voilà, nous avons passé le premier trimestre fin mars. Est-ce que nos produits sont toujours compétitifs? Est-ce que vous avez des nouveaux entrants? Est-ce que
votre équipe permet de suivre encore du rythme? Est-ce qu'il faut revoir vos compétences stratégiques? Est-ce qu'il faut développer un autre produit? Et on redéfinit la nouvelle stratégie. Et ainsi de suite. Donc chaque trimestre, vous êtes confronté à revoir votre façon de faire, de telle façon à être agile et disruptif. Et c'est ce qui explique qu'en 2019, le groupement des entreprises, on faisait à peu près 10 millions de dirhams. 2020, on a fait 50 millions de dirhams. Et 2021, on a fait 230 millions de dirhams. Premier trimestre, on est sur 150 millions de dirhams. Donc vous voyez un petit peu la croissance. Cette croissance, elle est faite justement... Cette croissance, elle est faite justement par le raccourcissement de la prise de décision et par la captation de la valeur et la proximité avec cette valeur-là. Le pilotage en temps réel, ça c'est très important. Et finalement, vous avez l'agilité RH. Alors ça c'est un exemple où ça peut être généralisable à tous les types d'industrie. Vous êtes producteur industriel, vous cherchez de business model, vous devenez fournisseur de solutions et de services, vous devenez prestataire de services, vous devenez partenaire d'exploitation et gestionnaire d'actifs, et finalement, vous êtes disrupteur sectoriel. Et ça, vraiment, l'évolution d'un industriel qui peut aller vers le 1 dirham, vers le 10 000 dirhams. Donc chaque fois que vous allez augmenter plus de valeur, chaque fois que vous allez la capter, la développer, ainsi de suite. C'est ce qu'on disait... l'effet de volume dans la partie marché national, il faut absolument qu'on aille dans le marché régional. Monsieur le ministre ce matin l'a dit, il faut qu'on aille vers des autres régions du monde. Il ne faut pas qu'on ait peur, il faut qu'on aille vers l'Amérique latine, vers l'Europe, vers l'Asie. Aujourd'hui, le groupe, on est présent en Espagne, en France, en Chine, au Maroc. Et c'était en pleine pandémie. C'est-à-dire en pleine pandémie, on est parti investir dans d'autres pays. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut aller, il faut oser et se développer davantage. Alors, et finalement, pour pouvoir clôturer, donc on a parlé de raccourcissement de cycle de décision, donc on est dans une logique de raisonnement de la semaine et pas du mois, donc ça c'est important. On est dans une logique de test rapide, il faut tester rapidement, il faut déployer rapidement. Il faut commencer petit, mais en réfléchissant grand et en expérimentant et en allant plus vite. Donc ça c'est vraiment notre DNA, c'est notre ADN. Pilotage en temps réel, grâce à l'usine connectée, grâce à l'entreprise connectée. Je pense... vous l'avez vu, dans la gestion de pandémie, on gère à peu près 4700 centres de santé. Et sur les 4700 centres de santé, nous avons des capteurs de température qui sont dans les réfrigérateurs, dans les armoires frigorifiques, dans les chambres froides, plus de 17 000 capteurs qui sont déployés. Et on pilote en temps réel. Si jamais il y a une excursion de température, tout de suite notre technicien intervient dans le centre et son objectif c'est de sauver le vaccin. Alors, le sauver, ça veut dire soit il peut y avoir une panne frigorifique, il peut y avoir une coupure électrique, il peut y avoir un mauvais réglage. Et cette expérience de pilotage en temps réel a permis au Maroc de sauvegarder 4 millions de doses qui pourraient être perdues. Et ça, c'est un élément très important. Donc, et on l'a vu à travers le monde, sans citer les pays, il y en a certains pays qui ont perdu 14 millions de doses. Il y en a certains qui ont perdu 16 millions, 14 millions, 18. Le Maroc a perdu 20 000 doses. Vraiment, c'est un pilotage très fin. Ça veut dire que l'IoT, les objets connectés, vous permettent vraiment d'avoir un pilotage en temps réel et c'est important que vous les intégrez dans votre unité de production pour pouvoir décider. On parlait avec Sitejdine tout à l'heure, le rêve d'un industriel, c'est de piloter son usine, piloter son entreprise en temps réel. C'est vraiment quelque chose. Et l'IoT, justement, permet d'offrir ce genre de choses. La partie RH, donc ça c'est la gestion de dynamique du capital humain. Surtout simuler un sentiment d'urgence. Il faut mettre toujours l'entreprise en stress. Même si vous n'avez pas d'objectif, même si le marché n'est pas visible, chaque trimestre, chaque mois, chaque semaine, le décideur doit donner des éléments, des moments phares qui permettront soit de créer des chantiers d'amélioration continue, soit de créer des nouveaux produits à lancer, soit de donner des challenges, toujours mettre des temps. Malheureusement, on ne sait pas planifier, structurer, on aime bien travailler dans le dernière minute. Donc il faut absolument profiter de cette force du Marocain, parce que c'est ça. On a fait un rétrospective en interne pour dire quelle est la valeur. Lorsqu'on parle marocain, ça veut dire quoi marocain? C'est ça le Marocain. Et donc, partant de là, injectons cette
cette seringue ou là, cette, je dirais, médicament au niveau de l'entreprise. Et à partir de là, vous générez autant de stress pour pouvoir justement aller de plus en plus rapidement. Et surtout, insuffler une culture entrepreneuriale. Le fait qu'on est dans des entreprises qui ne donnent pas les opportunités. Moi, je parle des entreprises marocaines, qui ne donnent pas ou là même des entreprises internationales, qui ne donnent pas l'opportunité à leurs dirigeants à prendre des parts dans le capital. Ça, c'est important. Ça veut dire que malheureusement, l'entrepreneur marocain ou l'entrepreneur régional, local, ça peut être ailleurs, سيربح بوحده خصو يخدم الاخرين بحال العبيد خصو يحرت عليهم ولا فان دو لاني سواء ناكلوا التي في ا سواء ما نديكلاريوش سواء جي مون يوت ا مغبيه دونك هذا البيزنس موديل ما بقاش خدام نكونوا دو مانيير كونكري ما بقاش خدام هذا البيزنس موديل دونك il faut absolument incentiver les dirigeants que vous avez dans votre entreprise et que vous partagez avec eux la valeur. Vous créez des filiales, vous leur donnez 20%, 25%, 50% s'il le faut, d'accord ? Vous, lui, avec son expertise, avec son savoir-faire, vous avec peut-être votre carnet d'adresses, votre relationnel, votre vision, votre capacité, votre historique, votre outil de production, de telle façon à faire grandir l'entreprise. Parce qu'à un certain moment, cette entreprise de 700 millions de dirhams, de 1 milliard de dirhams, il faut quelqu'un qui la porte. Nous sommes dans des cas où la problématique de la succession de la relève se pose avec acuité. Fahim, il travaille beaucoup sur la transmission d'entreprise, n'est-ce pas ? Et donc aujourd'hui, entre la première génération, la deuxième et la troisième, qui prendra le relais ? Et donc c'est important qu'on arrive à insuffler cette dynamique entrepreneuriale de telle façon à booster davantage l'entreprise. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous pour votre attention, votre patience. Et bon vent pour la suite. Merci à vous, Sibine Aouda, pour cette introduction dans l'industrie X.0, ces bonnes pratiques et surtout cet exemple à la fin.